cette première table ronde, donc, comme Fabienne Pour vient de le dire, c'est paix et gouvernement du monde nouveau. Alors, on a essayé de la présenter de manière très succincte dans 5 lignes que vous avez sur les clients qui sont en vous. Et je pense que, comme on y a pas mal travaillé dessus, je vais y référer de nouveau, parce qu'elle essaye de concentrer un peu l'esprit que l'on souhaite donner à cette table ronde qui débute notre colloque. Je vous le dis, un bal des puissances ou impuissance de la puissance. Alors j'espère qu'on n'aura pas de demande de droit d'auteur par Bertrand Badi, parce que c'est une formule qu'il a utilisée. La paix du monde est-elle toujours aux mains des grandes puissances aujourd'hui? C'est ça les premières réflexions que nous avons tous en tête, et surtout quelles sont les nouveautés. L'éruption de nouveaux acteurs des pays émergents, des opinions publiques, changent-elles le jeu, les règles du jeu international? Et là-dedans, quel rôle l'Europe peut jouer? Donc, un peu l'esprit de cette table ronde, c'est un peu de poser les premières pierres à un socle de la réflexion qui va être la nôtre pendant ces 3 demi-journées. Pour commencer, donc, sans attendre, je vais donc donner la parole au premier intervenant, mais avant, je veux rappeler pour tout le monde un peu les règles du jeu, si je puis dire, pour essayer d'avoir un format qui soit gérable pour tout le monde et permettre de finir à une heure raisonnable. On a donc proposé que chacun se limite à une intervention de 15 à 20 minutes maximum. Ce qui veut dire que je vous alerterai à partir de 15 minutes et à 18 minutes, je vais commencer, n'est-ce pas, de sonner le tocsin pour vous faire amener vous faire arriver à votre conclusion. Voilà. Donc, pour commencer cette table ronde, on va donner la parole à Bertrand Badi. Bertrand Badi, que beaucoup de présents connaissent par ses livres, ses conférences, qui est donc un spécialiste en relations internationales et qui est professeur émérite de Sciences Po et qui est connu également parce que chaque année, il co-publie L'État du monde avec Dominique Vidal, qui est une des publications chaque année de référence par rapport à l'évolution de notre planète. Donc, Bertrand Badi, je vous passe la parole et nous sommes partis que dans le temps donné. Merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, de me faire l'honneur d'introduire cette réflexion qui, effectivement, mérite d'être posée à partir d'un paradoxe douloureux. Le paradoxe douloureux, c'est que dans notre culture, et n'oublions jamais que nous ne sommes en Occident qu'une parcelle du monde, dans notre histoire et notre aventure occidentale, la paix a eu énormément de mal à faire sa place. C'est un paradoxe très fort, vous l'avez dit dans le propos introductif, qui veut que la paix ait été longtemps définie comme la non-guerre et non comme quelque chose de positif, de substantiel que l'on pourrait concevoir comme partie prenante de l'aventure de l'humanité. Douloureux paradoxe, donc. Douloureux paradoxe qui est quand même dû à une certaine histoire. Le monde européen se caractérise par le fait qu'il a inventé le premier système international. Hors de l'Europe, il y avait des systèmes impériaux, des systèmes de cités, toute forme de construction politique. Il n'y avait pas de système international, et pour cause, parce que l'État-nation a été inventé à la fin du Moyen-Âge, dans notre aventure européenne, à partir d'une équation dont on ne mesure pas suffisamment à quel point elle était dangereuse. L'invention de l'État et du système international, c'était l'invention d'une compétition infinie et illimitée entre États-nations souverains, c'est-à-dire donc une compétition qui pouvait tout s'autoriser en matière de mobilisation des instruments de puissance. Autrement dit, le jeu normal de ces relations internationales naissantes au moment de la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, c'était ce tournoi permanent qui
réunissait les États et qui les faisait se mesurer entre eux. La guerre était la règle du jeu et la paix était une entre-deux-guerres. À tel point que même Kant, lorsqu'il traitait de la paix perpétuelle, partait de la nature guerrière des rapports internationaux et de la nécessité de dépasser ce qui était la première loi de la nature, c'est-à-dire cette tendance à la guerre. Nous avons quand même dans notre histoire, il faut le savoir, il faut le dire, le reconnaître et le dépasser, inventé une anthropologie de la guerre. Une anthropologie de la guerre. Alors comment a-t-elle été peu à peu dépassée, cette anthropologie de la guerre? Les choses se sont timidement mises en place au XIXe siècle. 3 tentatives de dépassement, 3 façons d'envisager, mais de manière encore furtive, la paix. La première, ça a été la concertation, ce fameux concert européen qui est mis en place en 1815, mais pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire la paix faisait peur, la guerre, faisait peur aux dynastes parce que les guerres de la Révolution et de l'Empire ont failli faire perdre aux dynastes de l'Europe leur couronne. Et donc il fallait trouver un moyen quand même pour éviter que ce que l'on a vécu entre 1792 et 1815 vienne à se répéter. Quelle meilleure façon que de se réunir ensemble, de discuter, d'organiser des rapports internationaux dans un sens conservateur qui éviterait ainsi ces guerres qui ne seraient plus seulement de simples tournois, mais qui sont des guerres des peuples, des guerres de libération, et qui menaceraient ainsi le légitimisme. Vous savez, ça ressemble étrangement au G7. C'est notre premier G7, cette concertation oligarchique entre ceux qui se sentent menacés par le changement dans le jeu international et qui essayent de préserver le statu quo de manière à ce qu'il ne soit pas bousculé et renversé. Donc les raisons n'étaient pas forcément des meilleures. Et d'ailleurs, la manière dont le concert européen envisageait les relations internationales au XIXe siècle le montre, puisque le concert européen, sous prétexte de conservatisme et de paix, n'a cessé de monter des interventions militaires. L'une des plus tristes et des plus célèbres a donné le nom, ce qui est scandaleux, avec une place de Paris, la place du Trocadéro, où 100 000 enfants de Saint-Louis sont allés détruire la révolution libérale, ce qui prouve que même au nom de la paix et de la stabilité, on peut faire la guerre. Le deuxième mouvement était peut-être plus encourageant, c'est à l'extrême fin du XIXe siècle, où on commence à parler de désarmement. On commence à parler de désarmement, nous sommes à la conférence de La Haye en 1899, on parle de désarmement, c'est sympathique, ça nous rapproche peut-être de la paix, mais quelle est la vraie raison? Pourquoi se met-on à parler de désarmement? Tout simplement parce que le tsar Nicolas II, qui est un des instigateurs de cette conférence sur le désarmement, n'avait pas assez de sous pour pouvoir se lancer dans cette course aux armements avec ses cousins d'autres États-nations européens et qui cherchaient à faire des économies en mettant en place une politique de désarmement. D'ailleurs, ça nous rappelle très exactement ce qu'a été SALT, ce qu'a été START et ce qu'a été la réaction soviétique à l'initiative de guerre des étoiles lancée par Ronald Reagan. C'est-à-dire, c'est toujours cette même logique ambiguë. Là, c'est l'économie qui vient se mettre en quelque sorte en position d'arbitre intéressé entre l'ordinaire de la guerre et la cause de la paix. Et puis il y a eu un troisième. Il y a eu un troisième moment qui lui est encore plus encourageant, qui est quand même l'invention du multilatéralisme. Alors le multilatéralisme, on l'a vu monter dès la fin du XIXe siècle. Le multilatéralisme, mesdames et messieurs, n'oublions pas que son père fondateur, pardon Philippe, c'était pas le président Wilson. Le père fondateur, c'était un Français, c'était Léon Bourgeois. Et Léon Bourgeois pensait le multilatéralisme. Il a publié en 1910 un ouvrage qui s'appelait « Pour une société des nations ». Et la cause était noble. La cause était noble parce que ce que nous disait Léon Bourgeois était prémonitoire et ambitieux. Léon Bourgeois nous disait « Nous sommes en train de changer le monde. L'opinion publique prend peu à peu sa place dans le jeu international. Les questions sociales prennent leur place dans la vie internationale. C'est la première fois qu'au nom de la paix, on parle des questions sociales.
Et donc, le canon ne résoudra pas tout. C'est une gouvernance sociale, enfin le mot n'était pas employé de gouvernance, mais c'est une tentative d'organisation sociale de la planète qui permettra de construire la vraie paix et de construire notre modernité. Et c'est quand même de là qu'est sortie l'Organisation internationale du travail au lendemain de la Première Guerre mondiale, et c'est de là qu'est sorti le plus beau, et je crois le plus fécond des multilatéralismes, qui constitue le multilatéralisme social. Il faut quand même ne pas l'oublier. Et puis je dirais, il y a eu une quatrième étape, qui pour moi est la plus forte, qui est l'invention en 1994 de ce grand concept de sécurité humaine, qui, par la voie du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, nous explique que la finalité de la paix, c'est la satisfaction des besoins de l'humanité. C'est reconstruire la paix à partir des besoins sociaux. Et c'est de dire que la paix, ce n'est pas tant l'équilibre des forces que la satisfaction des besoins humains. On a eu une arrogance incroyablement coupable ici en Europe face à ce concept de sécurité humaine qu'on a laissé de côté. Mais écoutons le PNUD nous dire qu'il y a 7 grandes sécurités humaines qui sont véritablement les déterminants de la vraie paix. Sécurité alimentaire. N'oubliez pas que meurent chaque année 6 à 9 millions d'individus meurent de faim, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. C'est la vraie menace, la vraie et première menace. La sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la sécurité économique, la sécurité individuelle, les droits de la personne, la sécurité culturelle, le droit des minorités, et enfin la sécurité politique. Et ça a été une grande révolution. Pourquoi est-ce une grande révolution? Parce que, c'est la deuxième chose que je voulais présenter en introduction, parce que la guerre s'est inversée, sans que nous n'y prenions garde, sans que nos dirigeants y prennent véritablement attention. La guerre, c'était jadis une compétition de puissance, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en commençant. La guerre, c'était ce que Hobbes appelle cette relation de gladiateur entre les États souverains. Eh bien, la guerre aujourd'hui n'est plus une compétition de puissance. La guerre est une compétition de faiblesse. La guerre est une compétition de souffrance. La guerre est une compétition de manque. La guerre est une compétition de privation. C'est l'inversion même de la figure de la guerre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir et dont on ne veut pas prendre la mesure. Pourtant, la mesure empirique, elle nous crève les yeux. Le champ de bataille du monde s'est déplacé. Le champ de bataille du monde a été pendant des siècles figé dans notre espace européen. Le champ de bataille du monde est descendu vers le sud et vers l'est. Il va en gros des côtes atlantiques de la Mauritanie jusqu'au mont du Pamir, en passant par le Sahel, la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique et la Mésopotamie. Et derrière ce déplacement de la guerre, il y a aussi un déplacement de sens. La guerre n'étant plus aujourd'hui une compétition de puissance, ne mérite probablement même pas le nom de guerre. Et je préfère pour ma part parler de nouveaux conflits internationaux. Les fameux NCU, International Conflict, NIC. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette forme nouvelle de conflictualité? Je disais que c'est une compétition de faiblesse, c'est-à-dire la guerre ne dérive plus de la volonté de puissance, mais elle dérive de l'impasse de la faiblesse. Oh, je ne veux pas dire que les puissances se désintéressent de la guerre, au contraire, dès que celles-ci apparaissent, ils s'en saisissent, ils en profitent, ils la manipulent, ils l'organisent. Ça, il n'y a rien de changé, il suffit de regarder la multiplication des interventions. Mais aux racines de la guerre, il n'y a plus la volonté de puissance, comme c'était le cas du temps de la guerre d'Augsbourg, il y a 30 ans, il y a 7 ans, la guerre de Crimée, la première et la seconde guerre mondiale. Il y a une triple faiblesse. Il y a d'abord une faiblesse des États qui s'écroulent et qui s'effondrent. Première cause aujourd'hui de conflictualité. Écroulement de l'État centrafricain, de l'État congolais, de l'État yéménite, etc. Il y a ensuite la faiblesse des nations, le contrat social qui se déchire, cette incapacité ou ce refus de vivre ensemble. Et puis, il y a la faiblesse du lien social. La faiblesse du lien social, c'est quoi? C'est d'abord l'humiliation.
L'humiliation est devenue aujourd'hui le principal facteur de guerre. Le peuple palestinien, privé de sa terre, non considéré, méprisé, marginalisé, laissé pour compte, humilié, premier humilié de notre histoire contemporaine. Et regardez l'horreur au quotidien de Gaza et cette phrase terrible que j'ai entendue lorsque 100 jeunes de Gazaouis sont morts sous les balles israéliennes, le Quai d'Orsay qui appelait le gouvernement israélien à plus de discernement. On n'est jamais tombé si bas dans la presse. Et donc, la maladie, la pathologie du lien social, c'est d'abord l'humiliation. Mais c'est aussi l'absence de sécurité humaine. Dans le classement que fait le PNUD, les 20 derniers classés en indice de développement humain, eh bien 15 parmi ces 20 sont en guerre. La corrélation est forte. Et si vous prenez l'Asie, qui est mieux classée que l'Afrique en indice de développement humain, eh bien les deux derniers sont comme par hasard l'Afghanistan et le Yémen. Faiblesse du lien social, en durkheimien que je suis, pour moi c'est la source de toutes les pathologies. Et comme le disait très bien Émile Durkheim, on ne peut pas vivre dans une société sans un minimum de solidarité, sans un minimum de lien social. La privation du lien social devient aujourd'hui l'une des causes les plus graves de la conflictualité. Alors, pour terminer, cher Président, avant que vous me répliquiez, évidemment, interrogeons-nous sur le traitement. Alors, une chose est certaine, c'est que le traitement militaire de la conflictualité n'est plus le traitement fondamental. Le canon fonctionne contre le canon. Le canon ne fonctionne pas contre des lambeaux de société. Le canon permet d'opposer la puissance à la puissance et de faire en sorte que la puissance arrête la puissance. C'était notre vieille position. Mais le canon ne peut rien contre la violence qui est générée par la décomposition sociale. Il faut mettre fin à tout prix à toutes ces interventions du gendarme du Nord qui ne va pouvoir tout arranger au Sud et qui en fait n'arrange rien et ne fait qu'aggraver les conflits. On ne connaît pas une intervention qui a abouti à un résultat favorable. J'ai eu une fois avec beaucoup d'émotion la chance de rencontrer le directeur du musée de Gao. Et ce directeur du musée de Gao m'a dit quelque chose de formidable. Il disait, on a un proverbe en bara qui dit on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Essayez, moi j'ai essayé plusieurs fois, ça marche. Eh bien, les interventions militaires du Nord consistent à raser la tête de ceux dont on veut régler les problèmes sans leur demander leur avis. Et on voit à quoi ça conduit, c'est-à-dire à l'élargissement du conflit. C'est-à-dire la tâche d'huile, par exemple, partie de Libye, ne cesse effectivement de s'élargir. Alors, le traitement, c'est quoi? C'est remettre l'acteur local au centre de la solution du conflit, de la construction de la paix, et non l'acteur extérieur. C'est faire appel au multilatéralisme quand il s'agit d'intervenir, car l'intervention solitaire, c'est une intervention de puissance. L'intervention multilatérale, c'est une intervention, elle, qui peut trouver sa légitimité et être acceptée par ceux qui doivent se soumettre. Mais c'est surtout un traitement social. Et je termine là-dessus. Les conflictualités modernes ne peuvent être dépassées et donc la paix ne peut être construite que par le traitement social. Le traitement social, c'est quoi? C'est l'intégration sociale. L'intégration sociale, c'est la paix. C'est la base de la paix. C'est le passage obligatoire pour la paix. Intégration sociale nationale. Bien de ces États souffrent d'un défaut d'intégration sociale. Regardez le Mali, laissez regarder le Yémen, regardez l'Afghanistan, etc. D'une intégration sociale internationale. Mesdames et messieurs, il n'y aura jamais la paix, dans un monde unique au sein duquel, au Burundi, le PIB par habitant et par an est de $350, alors qu'au Luxembourg, il est de 110 000 $. C'est impossible d'avoir une société mondiale de paix sur la base d'une telle inégalité que même dans les moments les plus inégalitaires de nos sociétés européennes, on n'avait jamais connu. C'est une intégration sociale, nationale et internationale,
matérielle, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, mais aussi symbolique. Je disais tout à l'heure que l'humiliation est à la base de notre conflictualité moderne. Eh bien, justement, la paix, c'est la reconnaissance de l'autre. Nous sommes dans une séquence de l'histoire où il y a une dérisoire et dangereuse course à l'haltérophobie, à la négation de l'autre, au repli sur soi. Ça, c'est le vrai facteur de guerre. La reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme égal de soi, la reconnaissance de l'autre avec ses droits d'être différent de soi, la reconnaissance de l'autre avec les droits de s'accomplir dans sa culture, dans son territoire, dans sa vie sociale, familiale, dans son droit à la mobilité, c'est ça aussi la paix. Je vous remercie.